Bonjour Laureline, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Laureline, tu es professeure de droit public et constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle. Tu animes un blog qui s'appelle ledroitdelafontaine.fr et tu viens de publier un ouvrage aux éditions Amsterdam que j'ai en main. Ça s'appelle La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel. Alors justement, le Conseil constitutionnel en ce moment, il est un peu au centre de l'actualité puisqu'il doit rendre une décision importante si elle en est le 14 juillet, le 14 avril prochain a priori, sur la fameuse réforme des retraites qui était insérée dans le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Avant de parler de toi, de ton livre et de ce que tu racontes du Conseil constitutionnel et de notre rapport à la Constitution, qu'est-ce que tu attends de cette décision? Est-ce que tu en attends quelque chose ou est-ce que tu penses que c'est beaucoup de bruit pour rien et qu'il se passera rien et qu'ils censureront absolument rien? Bah, écoute, je vais m'appuyer sur ton lapsus du 14 juillet pour dire que si le Conseil constitutionnel avait dans l'idée de censurer complètement le texte qui lui a été soumis, ça serait sans doute une petite révolution. Dans la mesure, bon, ça a été pas mal dit dans les journaux, il a très peu depuis 1959 censuré des lois dans leur entièreté, un peu moins d'une vingtaine depuis 1959, mais aussi parce que le Conseil a plutôt l'habitude euh, de laisser passer les grandes réformes sociales plus désirées, enfin en tout cas c'est comme ça que se le raconte, désirées par les majorités politiques du moment. Donc il est assez peu enclin en général à censurer des mesures phares tant à la fois sur le plan économique financier, on peut penser aux nationalisations, aux privatisations dans le passé, que sur le plan plus sociétal, on peut penser à l'IVG ou au Pax. Il suit plutôt, les majorités du moment dans ce genre de réforme sociétale. Ensuite, alors ça c'est la réponse qu'on peut faire a priori. Il y a beaucoup d'appels qui sont faits au Conseil constitutionnel aujourd'hui qui font un peu comme si, effectivement, on pouvait compter sur lui et pour censurer des lois qui, de manière assez manifeste, ne sont pas adoptées en conformité avec le texte constitutionnel, ce qui, je le crois, est le cas de ce texte de loi. Beaucoup de constitutionnalistes l'ont dit, mais pas seulement. La procédure utilisée n'est pas une bonne procédure, enfin en tout cas n'est pas la procédure adaptée, elle n'a pas été inscrite dans la Constitution pour faire ça. Il y a aussi la question de la sincérité des débats, puisque le gouvernement n'a fourni quasiment aucun document adapté et chiffré permettant de fonder les mesures qu'il proposait. Donc il y a quand même pas mal de sources possibles et quand même assez objectives pour censurer le texte. Mais à, 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 ce genre de choses, le Conseil n'a pas paru très sensible les dernières années, dans la mesure où je crois qu'on peut dire qu'il ignore une partie de la Constitution, notamment son versant social. C'est vrai qu'il procède à une interprétation de la Constitution qui est très économique. Or, cette réforme est une réforme financière, c'est une réforme économique, finalement, qui se présente sous les allures d'une réforme sociale, mais c'est une réforme complètement financière. Et en général, le Conseil est plutôt sensible à ce genre d'arguments depuis environ au moins 3 décennies, parce que et là, on va peut-être en arriver au sujet du livre, parce que cette institution est pensée plus comme une annexe du pouvoir, comme un collaborateur du pouvoir, que comme un véritable contre-pouvoir. Bon. Et alors, c'est un peu comme ça qu'il est pensé. Le seul problème, c'est que ça fait quand même pas mal de temps maintenant que le Conseil constitutionnel lui-même se présente comme le protecteur des droits et libertés, comme le gardien du temple de la Constitution, donc qui impliquerait qu'il impose au pouvoir politique une autre parole que la parole politique, c'est-à-dire la parole constitutionnelle, une parole plus fondamentale, plus stable. Et dans ce travail-là, eh bien, on observe en réalité
qu'il ne fait que continuer à faire de la politique. Alors, j'imagine que tu as des questions Oui, à me poser. exactement, exactement. Est-ce que d'après toi, parce que ton ouvrage, je lisais dans Le Monde, qui ne voulait pas qualifier ton ouvrage comme un pamphlet, mais qui disait que ça n'en demeurait pas moins un réquisitoire. C'est très argumenté, hein, et c'est tout à fait vrai. Mais donc, du coup, tu es assez sévère, comme on vient de l'entendre là, avec le Conseil constitutionnel. Mais en fait, quand tu t'exprimes, j'ai l'impression que toi, ce que tu souhaiterais, c'est que le Conseil constitutionnel soit au-dessus en fait du politique, c'est-à-dire en gros du Parlement et éventuellement du gouvernement, et que il puisse, je sais pas, être effectivement dans la hiérarchie des normes. La Constitution, elle est censée être tout en haut de la hiérarchie des normes, mais on peut aussi imaginer que ben, la conduite en fait du pays par l'intermédiaire du vote de la loi, c'est aussi très important. Et donc, est-ce que vraiment, tu dis, il ne joue pas son rôle de contre-pouvoir? Est-ce que c'est vraiment pour cela qu'il a été inventé, pour être un contre-pouvoir? Alors, ce que tu soulèves, j'allais dire, c'est presque en effet une autre question. Je, 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 je vais m'expliquer. Ma démarche, avant d'en venir à ce que tu dis, ma démarche, c'est de dire, voilà, on a une institution qui se présente et qui est présentée partout dans la presse, par la doctrine, par les juristes, comme cette institution qui défend les droits et libertés qui sont inscrits dans la Constitution, qui les défend contre les assauts du pouvoir politique, contre les assauts des majorités politiques successives et, comme on le voit, plutôt volatiles, puisque une majorité défait l'autre. Partant de cette affirmation, eh bien, en fait, je la démonte pour dire que non, il ne protège pas les droits et libertés et que, en plus, il ne se comporte pas, il ne fonctionne pas comme le juge qu'il prétend être, j'entends le juge constitutionnel. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est ma démarche de départ. Ensuite, euh, est-ce que, est-ce que j'ai une opinion sur le fait, parce que c'est autre chose, qu'un juge constitutionnel doit exister ou ne pas exister d'une manière ou d'une autre. Alors c'est plus délicat parce que euh, moi j'essaye de ne pas me substituer au corps politique et social qui doit avoir ce choix-là. Est-ce que le corps politique et social veut une instance dont le rôle, c'est d'opposer au pouvoir politique une autre parole, c'est-à-dire une parole constitutionnelle. C'est pour ça que je ne considère pas que le juge constitutionnel, si on pense qu'il faut un juge constitutionnel, doit être au-dessus. C'est pas au-dessus, ni en dessous. C'est autre. Et c'est ça un contre-pouvoir. C'est autre. Ça veut dire que la parole qu'il est censé opposer est une parole différente de la parole politique. Et c'est le sens, alors après, c'est quelque chose que l'on peut discuter, mais c'est le sens au départ d'une constitution. Une constitution, c'est fait pour ça. C'est Mmh. fait, c'est fait pour limiter le pouvoir. Alors, comment est-ce que ça le limite? C'est une autre question, mais c'est fait pour ça. Mmh. Soit on dit on a une constitution qui fixe un cadre et qui fixe des limites au pouvoir politique qui s'exerce parce que on part du principe que un pouvoir, parce qu'à un moment donné, est élu selon un certain processus électoral, eh bien, a tous les pouvoirs, il fait ce qu'il veut, soit on considère qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Mmh. Et le constitutionnalisme, c'est la philosophie qui s'appuie sur l'idée que ce pouvoir-là n'a pas tous les pouvoirs. Il doit être limité. On doit lui dire, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller contre la liberté de cette manière-là, tu peux Mmh. pas aller contre l'égalité, tu peux pas exercer les pouvoirs de telle ou telle manière. Si tu veux faire une loi, il faut la délibérer, etc., etc. Donc ça, c'est un choix de départ. Et Mmh. c'est vrai, mon livre ne porte pas sur ce choix de départ, même si à la fin du livre, j'y reviens quand même un peu et j'ouvre une porte qui fera d'ailleurs sans doute l'objet d'un autre livre, parce que je crois que c'est une question assez importante. Mais l'essentiel de mon livre n'est pas là-dessus. L'essentiel de mon livre, c'est de dire, voilà, euh, on a fait un choix, on en dit quelque chose, et ce quelque chose, en réalité, est une sorte de légende, et je démonte la légende. Voilà.
Mais c'est vrai, je ne me prononce pas directement sur cette idée. Est-ce qu'il faut ou non un juge constitutionnel? Bon. Idée qui avait été largement débattue en 58 et tout, j'ai lu du coup ce que disait à l'époque le général de Gaulle, et il était assez ambigu parce que bon, j'ai pas très bien compris en fait, parce que il était quand même un peu à l'initiative de ça, quand même il disait ouais, faut pas que ça ressemble à la Cour suprême américaine, il faut quand même qu'on garde non, il disait le pouvoir suprême doit rester entre les mains du peuple. Bon. Ok, et donc, on imagine par l'intermédiaire institutions comme le Parlement et pas de la Constitution. Mais bon, donc, au-delà de cette parenthèse sur est-ce qu'il faudrait un Conseil constitutionnel et une Constitution, revenons en fait au Conseil constitutionnel. Où est-ce que exactement le bas blesse selon toi? Alors, tu l'expliques en long, en large et en travers dans ton livre. Et c'est vrai que le tableau que tu dresses est assez violent, quoi. Et on a vraiment l'impression que le Conseil constitutionnel est un panier de crabes rempli de gens qui ont des problèmes à la fois de légitimité, Alors, tu écartes un peu la question de la nomination, parce que je rappelle qu'ils sont nommés par le président de les juges du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, ou la présidente de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, actuellement. Tu écartes un peu ce problème-là et tu dis, non, mais en fait, le problème, c'est les liens, en fait, qu'ils ont, c'est le milieu, en fait, dans lequel ils baignent. Et est-ce que là, en l'occurrence, ceux qui siègent actuellement au Conseil constitutionnel, ils ont le même problème? Tu penses qu'ils sont incapables d'avoir je sais pas, une relation saine en fait à le pouvoir qui leur est conféré en tant que juge constitutionnel? Oui, je le crois sincèrement. Je crois qu'ils ils n'ont absolument pas d'idée, enfin, ils n'ont pas de la conscience euh, de, on va dire, je vais employer un mot fort, mais de la bassesse dans laquelle ils tiennent la justice constitutionnelle. Euh, alors, il y a énormément de problèmes qui, comment dire, qui font dysfonctionner le Conseil. Le premier problème, c'est donc sa composition. Disons que si ce sont des autorités politiques qui nomment les membres du Conseil constitutionnel, c'est vrai que je souligne que c'est le cas partout ailleurs dans le monde, mais que la différence, c'est que nos politiques à nous, eh bien, décident de nommer à leur tour des politiques, ce qui ne se fait pas à l'étranger. Quand je dis des politiques, ça ne veut pas dire des personnalités qui ont des opinions politiques. Ça veut dire des personnalités qui ont une carrière politique et qui ont un lien depuis toujours, ou en tout cas toujours de toute façon, avec l'exercice du pouvoir politique. Et ce n'est pas la même chose que d'exercer une autre fonction que politique, mais d'être, entre guillemets, politisé. Ça n'est pas la même chose. Et qu'est-ce que ça implique, ça? Quand vous nommez au Conseil constitutionnel un ancien Premier ministre, qui plus est ancien ministre, ancien député, ancien président de l'Assemblée nationale. Donc là, par exemple, c'est le profil Laurent Fabius, préside aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Donc il a eu dans sa vie, tour à tour, ces casquettes-là. Premier ministre, ministre, député, président de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un donc qui, euh, depuis les débuts de sa carrière, a toujours fait de la politique et a toujours agi en politique, il a toujours pensé politique. Or, je prétends que penser politique, c'est-à-dire au sens penser en faisant au quotidien de la politique, ça n'est pas la même chose que de penser constitution et de penser principe inscrit dans la Constitution, que de penser qu'est-ce que ça signifie le principe d'égalité en tant qu'il fonderait l'organisation du corps politique et social, qu'est-ce que ça signifie une république sociale, qu'est-ce que ça signifie la liberté, etc., etc. Tous ces principes-là qui innervent, qui sont censés innerver, en tout cas d'après à un moment donné ce qui a été décidé dans la Constitution. Encore une fois, c'est une question à part, de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais c'est une question qui évidemment se pose. Mais ça n'est pas le même type de réflexion. On est sur du long terme, on est vraiment sur du plus fondamental,
Ce n'est pas la même chose que d'agir au quotidien en politique, ce que ces personnalités ont toujours fait. Donc, ça, c'est la première idée. C'est-à-dire qu'on met des personnes au conseil qui, entre guillemets, ne sont pas faites pour le job. Mm. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour un autre job, alors qu'il s'agit au conseil, normalement, de mettre des personnalités qui vont faire autre chose que ça. Parce que si elles ne font pas autre chose, alors ça sert à rien en termes, effectivement, de contre-pouvoir. Donc, si on veut que ce soit un contre-pouvoir, il faut déjà commencer par nommer des personnes qui font autre chose que une activité purement politique. Je mets à part, on n'aura pas le temps de toute façon d'en parler, mais je précise juste que je ne plaide pas pour un conseil exclusivement composé de juristes. C'est pas du tout mon opinion. Mm. Bon, mais il y a aussi de toute façon un deuxième problème en nommant des politiques, c'est que du coup, on fait du juge un juge est parti. Mm. Parce que le contrôleur est le contrôlé. Le contrôleur connaît le contrôlé, est un ancien contrôlé devient contrôleur, un contrôleur parfois redevient un contrôlé lorsque quelqu'un est membre du Conseil constitutionnel et qu'il est nommé ministre. Alors là, c'est pareil, donc ça tourne toujours comme ça. On juge d'anciens collègues, on peut même juger, et ça va toucher aussi à la déontologie des membres du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que euh, si vous êtes juge et que vous êtes impliqué dans une affaire, eh bien, votre devoir de juge, c'est de ne pas siéger, c'est de dire je me déporte. Donc, juger sans moi, moi je ne peux pas, j'ai un conflit avec cette affaire, j'ai un conflit d'intérêt. Eh bien, ça arrive assez peu souvent finalement au Conseil. Euh, une ministre peut siéger dans une affaire à propos d'une loi dont elle a ardemment défendu le principe lorsqu'elle était ministre, dont elle a même rédigé Cas la de circulaire Jacqueline Gouraud. d'application. Voilà, le cas de Jacqueline Gouraud, qui fait d'ailleurs l'objet d'une procédure aujourd'hui spécifique, pas elle, mais ce cas-là fait l'objet d'une procédure spécifique devant la Cour européenne des droits de l'homme au nom du principe d'indépendance. Mm. Donc, il y a enfin quelques quelques petites affaires qui vont peut-être pouvoir soulever le lièvre, entre guillemets, parce que ce qui est étonnant aussi, c'est que ça fait des années que ça dure et que, globalement, on n'en dit pas grand-chose, car Mm. ça n'est pas un sujet d'intérêt public. Ouais. Il y a un truc que je ne comprends pas très bien, c'est que tu cites une foultitude d'exemples dans ton livre, une foultitude de décisions du Conseil constitutionnel, et pour le dire clairement et un peu caricaturalement, elles vont toutes dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est pas apporté au crédit, en gros, du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, comme tu le dis très bien, ne remplit pas son rôle de défenseur des droits et des libertés. Pour autant, il y a eu des pouvoirs, il y a eu des moments dans l'histoire de la Ve République où les pouvoirs différents, Assemblée nationale, Sénat et ou présidence de la République, étaient à gauche. Et donc, il y a eu des nominations de gens bah, qui étaient à gauche et qu'on aurait pu se dire, bon, bah, à ce moment-là, les gens qui ont été nommés et qui sont des politiques, comme tu le dis, et que tu le dénonces, mais ce sont des politiques de gauche, et donc ils auraient à cœur de défendre les droits et les libertés, un peu plus peut-être que des gens de droite qui font moins grand cas des droits et libertés. Comment ça se fait en fait que, c'est ça que je comprends très bien, c'est qu'il y a une alternance politique pendant la Ve République, mais on dirait que la composition du Conseil constitutionnel, elle, n'a pas varié, et qu'en fait, elle a toujours produit le même type de normes et de décisions. Oui, c'est exact. Alors, euh, on peut quand même dire que il y a eu une époque où la jurisprudence du Conseil constitutionnel a été un peu meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. En tout cas, le Conseil n'avait pas pris résolument un tournant très libéral, très néolibéral, comme il l'a pris depuis, en gros, la fin des années 90. Et c'est vrai que la fin des années 90 se situe, par exemple, après le mandat de Robert Badinter à la présidence du Conseil constitutionnel, qui a été donc président entre 86 et 95. Euh, néanmoins, on peut quand même dire qu'il y a ponctuellement et de temps en temps une bonne décision. Euh, donc la fameuse décision sur la liberté d'association en 71, la décision fouille des véhicules en 1977 par exemple, ou même la décision sur la garde à vue en 1990.
pour le coup sous la présidence de Jean-Louis Debré, c'était des bonnes décisions. Pas encore très bien argumentées, on ne peut pas dire ça, hein, on ne peut pas aller jusque-là. Je pense que c'est même le problème malgré tout. Mais bon, on s'accorde pour dire que sur le fond, il y a eu un effort de fait quand même de la part du Conseil constitutionnel à ce moment-là. Mais comparé au nombre de décisions qu'il rend et à tout ce qu'il a laissé passer, en fait, c'est ça aussi la problématique, c'est ce que j'essaye de souligner, c'est que euh, une bonne décision, et quand bien même d'ailleurs il rendrait une bonne décision dans cette affaire des retraites, bah, il ne faudrait pas penser que, ah là là, ça y est, le Conseil constitutionnel a retrouvé la raison. Pas du tout. Euh, je pense que beaucoup de choses pourraient l'expliquer, mais en tout cas, ça ne changerait pas la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Donc, manque d'indépendance, d'impartialité, problème de déontologie, on l'a dit, sa rémunération, la rémunération des conseillers, elle est à moitié sous la dépendance du gouvernement, ce qui est normalement très problématique du point de vue statutaire. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc, les bonnes décisions sont les arbres qui cachent la forêt. Hein, c'est Bon. vraiment ça. Après, si j'instruis à charge, c'est dans quel sens? C'est pourquoi? C'est parce que ce que je veux montrer, c'est qu'on ne peut pas dire ah, mais vous soulignez tel ou tel cas, mais vous ne parlez pas de tel ou tel autre. Comme on pourrait le faire à propos de beaucoup d'autres juges. Donc, comme on pourrait le faire à certains égards, par exemple, à propos de la Cour de cassation. De dire, ah ben, de temps en temps, il y a un juge qui ne se comporte pas bien. Bon. Mais ça ne fait pas le quotidien de l'institution. Et moi, ce Bon. que je veux montrer, c'est que tout ce que je souligne, ça fait le quotidien de l'institution, en ce sens que ça n'est que par exception qu'il va trouver, il va bien fonctionner, il va avoir un comportement que l'on peut attendre d'un juge et des décisions qu'on peut en attendre. Bon. Encore une fois, les décisions, il faut distinguer entre le sens de ce qu'il décide et la manière aussi dont il décide, parce que même parfois, quand il rend une bonne décision, il ne l'argumente tellement pas qu'elle peut, pour beaucoup, apparaître, qui ne sont pas d'accord, comme contestable. Et c'est Bon. aussi ça la difficulté. Moi, je préfère qu'on discute une décision à partir de véritables arguments, plutôt qu'on la discute à partir d'aucun argument. Or, la plupart des décisions du Conseil sont des décisions d'autorité. Hein, Bon. il dit, voilà, cette loi, elle est conforme ou contraire à la Constitution. Pourquoi? Eh ben parce qu'elle dit ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il répète ce que dit la loi et il dit c'est contraire ou c'est conforme. Ce qui, en termes d'argumentation, est quand même relativement léger. Alors hier, dans l'émission Quotidien, Jean-Louis Debré, donc, qui est un ancien président du Conseil constitutionnel, quand on lui a demandé la même question que je t'ai posée en début d'interview, là, sur la fameuse décision du 14 avril prochain, il a répondu oh, il ne savait pas trop quoi répondre. Et après, on lui a dit, mais c'est quoi le problème avec le Conseil constitutionnel? Parce qu'il avait l'air de dire que ça n'irait pas jusqu'au bout et que c'était pas trop. Il a sous-entendu que c'était pas trop le rôle du Conseil constitutionnel, en gros, de censurer cette loi. Ce que j'ai quand même trouvé un peu étrange. Et lui, il a mis en avant, dans les problèmes du Conseil constitutionnel, il a mis en avant l'inflation des saisines. Il dit, en gros, il a expliqué qu'entre 1958 et 1974, il y avait eu moins de 10 saisines, enfin, il avait moins de 10, il y avait eu moins de 10 décisions, pardon, et que maintenant, on était à 200 décisions par an. C'est-à-dire qu'en gros, le Conseil n'est pas conçu pour rendre autant de décisions qu'il en rend aujourd'hui, notamment du fait de la question prioritaire de constitutionnalité. Est-ce que ça, toi, c'est un argument que tu entends? Bah, en fait, c'est le même Jean-Louis Debré qui est contre l'augmentation du nombre de juges. Hein, dans son livre, il est contre l'augmentation du nombre de juges. C'est le même Jean-Louis Debré qui refuse l'application de règles déontologiques au Conseil constitutionnel. C'est le même Jean-Louis Debré qui ne se plaint pas de ce qu'on nomme des politiques. Il est même pour qu'on nomme des politiques au Conseil constitutionnel qui n'ont donc que très peu d'expérience en matière d'analyse des lois et de la Constitution selon un processus de réflexion approfondi, hein, qui soit autre, encore une fois, que politique. C'est le même Jean-Louis Debré qui n'a jamais mis au jour que les conseillers constitutionnels sont, en quelque sorte, qui sont neufs, sont abandonnés à leur pauvreté intellectuelle. Et quand je parle de pauvreté intellectuelle, je cite un ancien conseiller, sont abandonnés à la pauvreté intellectuelle parce qu'ils n'ont aucun assistant personnel.
du juriste, ou pas forcément que juriste, mais une équipe personnelle, comme ça existe dans toutes les autres cours constitutionnelles ou suprêmes à l'étranger, qui vont tous travailler avec le conseiller, avec le juge, pour avoir une véritable opinion. Quand je dis véritable, c'est-à-dire une opinion fondée, réfléchie, travaillée sur le texte de loi qui leur est soumis. Donc, moi, je veux bien que Jean-Louis Debré parle de l'inflation, du fait qu'on ait augmenté les missions du Conseil constitutionnel, mais s'il ne dit pas que le problème, c'est l'institution elle-même dès le départ, et qu'en effet, on a augmenté ses missions, là c'est le seul point où je suis d'accord avec lui, on a augmenté ses missions sans changer l'institution, mais le problème c'est que si on dit on va changer ça, ça et ça, lui-même il est contre. Donc c'est amusant finalement, mais parce qu'ils ont toujours, et surtout quand on est ancien membre de l'institution, on a toujours quelque chose à dire, hein, sur ce que le travail de ses successeurs éventuellement, mais soi-même en réalité, on ne fait toujours que pérenniser un système. J'ai une dernière question, puisque à quoi a servi la Constitution finalement enfin, ce qui nous sert de Constitution pour la Cinquième République? Puisque tu as l'air de dire que il y a le Conseil constitutionnel, en gros, n'a pas rempli ses missions, or il est garant normalement de la Constitution. S'il fait mal ce boulot, est-ce que notre Constitution telle qu'on l'a aujourd'hui, en gros, elle sert à rien? Eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tant que les autorités qui exercent le pouvoir exécutif ou législatif euh, ont une relative éthique de la fonction gouvernante. Alors, quand je dis éthique, c'est pas au sens moral, hein, mais comprennent ce que ça veut dire d'exercer le pouvoir selon les règles de la Constitution. Eh bien, ça fonctionne bon an, mal an. On trouve que c'est bien ou que c'est pas bien, on est contre ce régime ou pas, mais en vertu du régime installé, ça fonctionne bon an, mal an. Et puis, quand on a des gouvernants qui ont oublié visiblement ou mis à part ce que c'était que l'éthique de la fonction gouvernante, eh ben, on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire un gouvernement qui conçoit les règles constitutionnelles comme un bon avocat fiscaliste concevrait les règles pour trouver des niches à ses clients de manière plus ou moins légale. Donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, hein, quand on utilise le 47.1, le 44.3, le 49.3, les commissions mixtes paritaires, la procédure accélérée, tout ça en même temps. On voit bien que ça n'a plus rien à voir avec le cadre qui a été fixé par la Constitution. Eh bien, là, on voit que si le Conseil eh bien, n'agit pas, c'est qu'effectivement, il ne sert à rien. Alors, moi, je le savais déjà, mais effectivement, ça pourrait apparaître encore plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Laureline, et on suivra bien sûr quand même le 14 juillet. On regardera ce que sera que cette fameuse décision du Le Conseil. 14 avril, le 14 14 avril, avril, hein, décidément. Enfin, je suis obsédé par ce 14 juillet. c'est ça. Merci beaucoup, Laureline. Merci Pablo.